Bonjour à toutes et à tous, ici Louise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que la fiction a chamboulé dans ma vie et pourtant, je vais commencer cette vidéo en vous parlant de développement personnel et pas toujours en bien comme vous pourrez le constater. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, les 4 accords Toltec, le pouvoir du moment présent, je ne compte même plus le nombre de livres de développement personnel que j'ai lus ces dernières années. Avant le premier confinement, en 2020, je pense que j'étais même carrément accro à ce genre de bouquins. Je ne le renie pas, souvent ces livres ont agi sur moi comme des doudous dans un premier temps. En revanche, s'ils m'ont apporté un réconfort immédiat, je vais être honnête, peu d'entre eux ont eu un impact durable dans ma vie. Peu d'entre eux ont allumé une flamme tenace, malgré les promesses alléchantes de leur 4e de couverture. A contrario, mon intérêt pour la fiction n'a cessé de grandir depuis l'enfance. J'avais tendance à trouver ça futile de ma part. Pourtant, certaines œuvres, classiques ou contemporaines, ont créé de véritables déclics et sont encore des références pour moi. Mon objectif à travers cette vidéo, c'est d'attirer votre attention sur le pouvoir méconnu de la fiction. Et si nos séries ou nos romans préférés étaient en réalité une des meilleures sources d'inspiration pour mieux nous découvrir et mieux nous accepter? On va vérifier ça avec une petite enquête. C'est parti! Mais d'abord, c'est quoi les différences fondamentales entre une œuvre de développement personnel et une œuvre de fiction? Le développement personnel, c'est un domaine axé sur l'amélioration individuelle. Vous le retrouvez généralement dans des livres, des magazines, des séminaires et plus récemment même dans des spectacles ou des films qui visent à délivrer des conseils pour optimiser sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Quand on achète un livre ou un magazine de développement personnel, on est souvent en quête d'une solution à nos problèmes en fait. Et puis d'un autre côté, il y a la fiction. On la retrouve un peu partout, dans les romans, les films, les audios, le théâtre, les séries, etc. Le but principal, quand on lit un roman ou qu'on va au cinéma par exemple, c'est souvent de se divertir et de découvrir des histoires imaginaires, qu'elles soient comiques, horrifiques, dramatiques. On veut sortir de son quotidien et changer d'air, tout simplement. Vous l'avez compris, le développement personnel et la fiction, à la base, ils sont différents dans leurs objectifs. Mais il faut le savoir, ils partagent en réalité une même volonté. Ils veulent tous les deux nous inspirer et même influencer notre perception du monde. Dans le développement personnel, c'est très clair. En général, déjà avec le titre du livre ou avec son résumé, vous comprenez quelle vision du monde on essaye de vous proposer. C'est une forme de vision toute cuite, en gros. Quand Christophe André publie « Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi », vous savez quel changement il veut impulser chez vous. Dans la fiction, par contre, on ne s'en rend pas forcément compte au premier abord. Si vous lisez un livre de Stephen King, vous allez trembler de peur, c'est sûrement le but recherché. Mais d'autres choses vont infuser de façon subtile. Prenons l'exemple de son livre Cimetière, qui a terrorisé une génération tout entière. Cimetière aborde la question de la perte et du deuil, et il démontre comment un individu peut parfois prendre des décisions extrêmes face à la douleur insupportable de la perte d'un être cher. Derrière le personnage du père, Louis Creed, Stephen King voulait en réalité influencer notre perception de la condition humaine. Il souhaitait nous faire comprendre comment le mal peut se manifester dans certaines circonstances de la vie et comment tout individu peut se retrouver confronté à des choix moraux difficiles. En revanche, vous l'avez compris, même si le développement personnel et la fiction partagent un objectif commun, ils sont très différents par leur approche. Le développement personnel y fournit des conseils pratiques pour améliorer nos vies, tandis que la fiction, elle utilise des récits imaginaires pour explorer la complexité de l'existence humaine. Et ce qui m'a induite en erreur pendant des années, c'est que pour moi, consommer activement du développement personnel, ça me permettait d'accéder à des recettes miracles en un temps record. J'avais l'impression, en quelque sorte, d'emprunter un raccourci vers la réussite, puisque la personne qui avait elle-même atteint ce que je voulais atteindre me livrait clé en main sa méthode. Pendant longtemps, j'ai pas compris ce qui clochait, et pourquoi sur moi, le développement personnel pur, ça ne fonctionnait pas tant que ça. En tout cas, pas sur le long terme. Il m'a fallu d'abord jeter un coup d'œil sur l'ampleur de cette industrie pour tout dénouer. Selon les données les plus récentes, le marché mondial du développement personnel est colossal. Chaque année, des dizaines de millions de livres sont vendus dans ce secteur. En 2022, le chiffre d'affaires global de l'industrie du développement personnel a dépassé les 11 milliards de dollars, ce qui démontre un intérêt mondial pour l'amélioration de soi. Tous les livres dont je parle ne sont pas à jeter à la poubelle, et c'est pas ce que je dis.
Leur but de départ, il est plutôt noble. Ils alimentent la quête universelle de la réussite et de la compréhension de soi, et puis ils répondent à un besoin qui est de retrouver des repères dans un monde qui nous bouscule. Et ça marche. Les lecteurs en redemandent en pensant s'approcher plus près chaque fois de leurs objectifs et de leurs rêves. Ça explique en grande partie les chiffres de vente faramineux dans ce domaine. Pourtant, derrière cette façade d'optimisation personnelle, certains clichés sont omniprésents. On y trouve entre autres les injonctions à la positivité constante, l'insistance du succès matériel comme mesure du bonheur et les récits souvent simplistes de transformations extraordinaires. Ces éléments peuvent causer l'effet inverse de celui désiré. Ils infligent sur nous une pression démesurée. Une équipe de chercheurs et de chercheuses de l'Université de Buffalo aux USA a expliqué dans une étude menée sur 2500 personnes. Les personnes qui fondent leur estime de soi sur la réussite financière expérimentent plus de solitude et moins de liens sociaux. Plus ils misent leur estime de soi sur la réussite financière, plus ils se sentent sous pression, moins autonomes et plus isolés. Les lecteurs de développement personnel peuvent donc ressentir une pression accrue pour atteindre des standards élevés, notamment d'un point de vue financier, générant ainsi du stress et de l'anxiété lorsque leur réalité ne coïncide pas avec ce qui leur est présenté. De nombreux psychologues alertent aussi les lecteurs sur la pratique de la positivité à tout prix, fortement encouragée par le développement personnel et qui s'avère devenir un comportement toxique pour notre santé mentale. Les psychologues Gross et Levenson ont rédigé un papier entier dans la revue Journal of Abnormal Psychology et ils expliquent. La vérité, c'est que la vie peut parfois être une expérience douloureuse. Si vous êtes en colère et que vos sentiments de colère ne sont pas reconnus, ils finissent enfouis au plus profond de votre corps. Les émotions réprimées peuvent se manifester plus tard par de l'anxiété, de la dépression et même une maladie physique. Cette pression constante de devenir la meilleure version de soi-même va tout simplement se traduire par des sentiments d'infériorité. Je pense par exemple à ce que j'ai vécu avec la tendance du Miracle Morning qui nous enjoint de nous lever à 5 h du matin pour accomplir plus de choses. Eh bien, l'impact émotionnel ne s'est pas fait attendre parce que mon rythme biologique ne coïncidait pas avec la méthode. En gros, j'avais envie de me lever à 5 h et d'être plus productive, oui, mais j'y arrivais pas ou j'étais fatiguée toute la journée. Donc je me mettais la pression, mais j'y arrivais pas plus. Résultat, je me sentais encore plus nulle qu'avant d'avoir acheté le livre. Les recettes miracles dans les livres de développement personnel, ce sont en réalité des ordres qu'on se donne à soi-même en lisant un bouquin. Et si dire à un enfant de ne pas mettre les doigts sur le fer à repasser pour ne pas se brûler, ça fonctionnait, alors je n'aurais pas eu des cloques pendant une semaine sur ma main droite à l'âge de 5 ans. En réalité, je pense qu'il manque un aspect hyper puissant au développement personnel, dont la fiction en revanche nous abreuve, c'est la visualisation. C'est la base de la création de la fiction, et ça remonte aux racines même de l'histoire humaine, où les premières communautés avaient des conteurs et des conteuses qui partageaient des récits oraux pour expliquer le monde qui les entourait. Avec l'évolution des sociétés, la fiction, elle a trouvé d'autres formes d'expression, que ce soit à travers la littérature, le théâtre, le cinéma ou d'autres supports artistiques. Je vous ai déjà parlé d'Aristote dans ma précédente vidéo. Eh bien, c'est encore lui, dans son traité sur la tragédie, qui s'appelle Poétique, qui a introduit l'idée de catharsis. Et ça a profondément influencé la façon dont nous comprenons la fonction de la fiction. La catharsis, c'est comme une purification émotionnelle ou un soulagement, une sorte de déclic intérieur. Ça se produit quand les spectateurs ou les lecteurs sont confrontés à des émotions intenses, notamment la peur ou la pitié, et ça se déroule à travers des récits tragiques en général. Cette expérience émotionnelle intense, selon Aristote, elle permettrait une sorte de libération des émotions. Ça contribue au bien-être psychologique. J'ai mis du temps à le comprendre, mais si je ne visualise pas des scènes, qu'elles soient filmées ou que je les fabrique moi-même dans ma tête, toute seule, en lisant un roman, eh bien les émotions, elles ne semblent pas réelles. Et quand je vous dis que certaines œuvres m'ont marqué à vie, c'est parce que les émotions qu'elles ont provoquées chez moi, en fait, elles sont encore vivaces. En lisant Eugénie Grandet de Balzac, quand j'avais 15 ans, j'ai compris quelles attentes sociales étaient imposées aux femmes et à quel point la recherche excessive de richesse pouvait mener à l'isolement et à la détresse, parce qu'en fait j'ai ressenti le chagrin immense et la solitude d'Eugénie. Avec Aimez-vous Brahms, un roman de Françoise Sagan qui m'est tombé littéralement dans les mains quand j'avais 22 ans, j'ai compris ce que j'attendais d'une relation amoureuse sincère. J'ai observé les choix de l'héroïne, Paul, qui faisait systématiquement tout le contraire de ce que j'espérais pour elle en lisant son histoire. Eh bien, c'est ainsi que j'ai découvert une part de qui j'étais vraiment. En regardant la série Poupée russe de Natasha Lyonne sur Netflix,
J'ai suivi le parcours initiatique de Nadia, qui se retrouve piégée dans une boucle temporelle où elle revit le jour de sa mort. Petit à petit, elle apprend à se libérer des traumatismes et des bagages émotionnels que lui a laissés sa mère, et au fond, je me suis identifiée à ce personnage pour guérir de ma relation avec la mienne. À travers la fiction, je me rappelle avoir accepté mes erreurs et mes imperfections parce que les héroïnes qui me touchent vraiment, à l'image de Fleabag par exemple, ce sont des femmes qui font des erreurs et qui ne correspondent pas à l'image de la femme parfaite qui m'a été livrée par les magazines des années 90. À travers la fiction, en m'attachant à Severus Rogue dans Harry Potter ou à Jay Gatsby dans Gatsby le Magnifique, j'ai compris que les gens cachaient parfois des histoires plus complexes que je ne l'imaginais et que leur personnalité était plus nuancée que ce qu'elle paraissait au premier abord. Je l'ai souvent vérifié dans ma propre vie. À travers la fiction, en suivant le parcours de Diane dans la série animée BoJack Horseman, j'ai compris comment la pression sociale pouvait conduire à la dépression et à la recherche constante de validation, et qu'elle pouvait même brouiller nos pistes quant à la recherche du sens profond à donner à notre existence. C'est chaque fois le même cinéma. Quand je regarde un film ou que je lis un livre et que mon personnage préféré meurt, je pleure comme un bébé, alors que je sais que c'est pas vrai, je le sais pertinemment. Et ça s'explique. Ça s'explique par plusieurs mécanismes neurologiques et psychologiques. Il faut savoir qu'à travers des scènes fictives, que ce soit au cinéma, dans les livres ou même simplement en imaginant des situations, notre cerveau réagit de manière similaire à la manière dont il réagirait à des expériences réelles. C'est dingue, non ? Moi, je me demande comment c'est possible. Eh bien, j'ai trouvé. En fait, notre cerveau est équipé d'un système appelé les neurones miroirs. Ce système nous permet de comprendre et de ressentir les émotions des autres en imitant mentalement ce qu'on perçoit. Quand on lit un livre ou qu'on regarde un film, notre cerveau simule ces expériences et il active le même réseau neuronal que si on vivait vraiment le moment. Ça a été confirmé par l'imagerie cérébrale, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les images montrent clairement que la visualisation active les mêmes zones du cerveau que celles qui sont activées lors d'une expérience réelle. Il y a des parties du cerveau, des régions du cerveau comme l'amygdale qui jouent un rôle clé dans le traitement des émotions qui sont activées même lorsqu'une expérience est fictive. Et puis là aussi c'est encore vraiment fou, mais il faut savoir que l'imagination humaine elle est puissante. Notre cerveau il est capable de créer des images et des sensations mentales tellement réalistes que notre esprit lui-même peut avoir du mal à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Du coup, la visualisation à travers la fiction, elle peut évoquer plein de choses. Elle peut évoquer des souvenirs et des expériences passées. Si une scène fictive vous rappelle une expérience personnelle, ça va déclencher chez vous des émotions réelles associées à cette expérience. Et si vous trouvez que vous ressemblez fortement à un personnage, ou qu'il ressemble à quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez connu, eh bien vous allez potentiellement ressentir ces émotions comme si elles étaient les vôtres. Et là, ces triomphes, ces peines, ces défis deviennent vos propres expériences émotionnelles. Parfois, quand certaines situations de la vie surviennent et qu'elles me rappellent une scène que j'ai lue ou que j'ai vue dans un film, l'émotion ressurgit encore, même des années plus tard. Sans mauvais jeu de mots, ce n'est pas une vue de l'esprit. Aujourd'hui, la visualisation est utilisée en complément de la médecine moderne et elle est recommandée par des médecins et des psychologues. En sophrologie, en hypnose ou en kinésiologie par exemple, la visualisation est un outil à part entière pour surmonter la peur et la douleur liées à une maladie ou à une opération. Mais c'est aussi utilisé pour aider à traiter certains traumatismes, pour réduire certaines tensions, pour revisiter des souvenirs et les apaiser, et même pour inciter au changement afin de casser des cycles d'autodestruction ou de mal-être. Au terme de cette enquête, si je dois résumer pourquoi la fiction m'a transformée plus que le développement personnel, voici ce que je dirais. C'est comme si le développement personnel m'avait proposé une recette simplifiée de la tarte au citron, alors que la fiction, elle m'a offert une possibilité de la créer à ma façon et même de la goûter. Je pense, pour être honnête, que zoner devant la télé en faisant 50 choses à la fois, ça va pas nous transformer. Je sais que notre cerveau il est puissant, mais peut-être pas à ce point-là quand même. En revanche, maintenant, je sais que consommer activement une œuvre de fiction, c'est pas si futile que ça, surtout si on le fait dans un état d'esprit propice. Je suis vraiment convaincue que la fiction joue un rôle fondamental dans la manière dont les humains explorent et comprennent le monde qui les entoure. Alors, doit-on pour autant arrêter de consommer du développement personnel ? Je crois pas, surtout si vous aussi ça vous apporte un effet de doudou comme c'est mon cas. Mais je pense qu'on devrait arrêter de prendre pour argent comptant les promesses qui nous sont délivrées dans le développement personnel et qu'on devrait arrêter d'espérer d'y trouver la solution à tous nos problèmes sans avoir vraiment pris le temps de nous connaître.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de soutenir ma petite chaîne. La conversation continue dans les commentaires. Rappelez-vous, je les lis tous. Maintenant, c'est à vous. Partagez-moi, partagez-nous les œuvres de fiction et les scènes qui vous ont le plus marqué dans votre existence. J'ai hâte de les découvrir. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse.